Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, encore plus belle, le Mistral s'apprête à vivre l'un de ses moments les plus sombres et les plus bouleversants. Une affaire que l'on croyait presque figée connaît un retournement brutal, capable de faire voler en éclats les certitudes, les liens familiaux et les apparences soigneusement entretenues. L'affaire Charles Duvivier entre dans une zone de danger absolu, où la vérité n'est plus seulement une question de preuve, mais de survie. Alors que les tensions s'enveniment au Mistral, les soupçons se transforment en accusations ouvertes, divisant profondément ceux qui pensaient encore pouvoir se faire confiance. Chloé, plus que jamais au cœur de la tourmente, refuse de plier sous le poids d'une culpabilité qui ne repose que sur des non-dits et des manipulations. Face à elle, des proches doutent, s'opposent, et la fracture devient intime, presque irréversible. Pendant ce temps, une enquête minutieuse fait émerger des incohérences troublantes, capable de renverser toute la version officielle. Chaque détail compte. Chaque silence devient suspect. Et à mesure que les pièces du puzzle s'assemblent, une autre vérité commence à se dessiner bien plus inquiétante que tout ce qui avait été envisagé jusque-là. Car derrière les apparences de fragilité, se cache peut-être une stratégie glaçante. Derrière les gestes de sollicitude, une intention sombre. Et derrière les murs d'un appartement silencieux, un danger imminent. Dans cet épisode, il ne sera plus seulement question de justice, mais de trahison, de manipulation familiale, et d'un face-à-face qui pourrait virer à l'irréparable. Jusqu'où peut aller quelqu'un prêt à tout pour préserver ses intérêts? Et surtout, qui dit encore la vérité au Mistral? Installez-vous, car ce nouvel épisode de Plus belle la vie, encore plus belle promet des révélations chocs, une montée dramatique implacable et un basculement que personne n'avait vu venir. Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, encore plus belle, l'affaire Charles Duvivier connaît un nouveau coup de théâtre qui vient raviver les tensions déjà à fleur de peau au Mistral. Alors que la vérité semble encore hors de portée, les certitudes vacillent, les camps se divisent, et les relations se fissurent sous le poids des soupçons. Au Mistral, l'ambiance est électrique. Baptiste et Thomas se retrouvent une nouvelle fois face à face, et la discussion dégénère rapidement. Pour Thomas, les faits sont trop lourds pour être ignorés, il refuse catégoriquement de croire à l'innocence de Chloé. À ses yeux, trop d'éléments l'accablent, trop de zones d'ombre subsistent autour de son comportement et de son lien avec Charles. Son ton se fait dur, presque accusateur, et ses paroles blessent profondément Baptiste. De son côté, Baptiste est à bout. Il ne supporte plus que Chloé soit jugée sans preuve irréfutable, encore moins par quelqu'un d'aussi proche. Pour lui, Thomas se trompe lourdement, aveuglé par ses propres peurs et par une lecture trop rapide de la situation. La dispute s'envenime, les reproches fusent, et l'on sent que cette fracture dépasse largement le cadre de l'enquête, c'est une question de loyauté, de confiance et de valeur. Face à cette escalade verbale, Gabriel tente tant bien que mal de jouer les médiateurs. Conscient que la colère ne mènera à rien, il s'efforce de calmer les esprits et de ramener un peu de rationalité dans le débat. Plutôt que de s'enfermer dans des convictions opposées, il propose une piste concrète, une manière d'avancer sans se déchirer davantage. Gabriel suggère alors à Baptiste de recueillir des informations directement à la source. Selon lui, une personne pourrait détenir des éléments précieux sur Charles Duvivier, Barham, son confrère, qui a été en contact avec lui dans un cadre professionnel. Peut-être a-t-il perçu des détails passés inaperçus, des incohérences, ou au contraire des vérités capables de faire vaciller l'accusation qui pèse sur Chloé. Cette proposition marque un tournant. Pour Baptiste, c'est une lueur d'espoir, une occasion de prouver que la vérité est plus complexe qu'il n'y paraît. Pour Thomas, c'est un pas de plus vers une affaire qui refuse obstinément de se refermer. Quant à Gabriel, il sait que chaque information récoltée pourrait soit innocenter définitivement Chloé, soit au contraire plonger tout le monde dans une réalité encore plus sombre. Une chose est sûre, au Mistral, l'affaire Charles Duvivier est loin d'avoir livré tous ses secrets, et ce nouvel épisode promet de faire éclater des vérités que certains préféreraient ne jamais entendre. Pendant ce temps, une reconstitution minutieuse de la scène de l'agression est organisée au domicile de Charles Duvivier. L'atmosphère y est lourde, presque oppressante. Chaque détail compte, chaque geste est scruté, car c'est ici que la vérité doit enfin émerger.
Les policiers inspectent les lieux avec méthode, cherchant à comprendre comment l'agression aurait pu se dérouler sans que la moindre incohérence ne subsiste. Chloé est présente. Calme en apparence, mais intérieurement sur le qui-vive, elle observe la scène avec une attention extrême. Très vite, elle prend la parole et remet en question la version livrée par Charles. Selon elle, la plainte qu'il a déposée ne tient pas face aux éléments matériels observables sur place. Elle ne parle ni sous le coup de l'émotion ni dans une logique défensive, mais avec une lucidité presque dérangeante. Elle attire d'abord l'attention des enquêteurs sur un détail fondamental, un carreau est cassé à l'entrée du logement. Un élément qui, selon elle, change tout. Si une intrusion violente avait réellement eu lieu, Charles aurait nécessairement entendu son agresseur arriver. Le bruit du verre brisé, impossible à ignorer dans un appartement aussi silencieux, aurait dû l'alerter bien avant toute confrontation. Or, rien dans son récit ne mentionne cette alerte sonore, cette réaction instinctive qu'aurait eu n'importe qui. Mais Chloé ne s'arrête pas là. Elle poursuit son raisonnement avec une précision troublante en évoquant les tapis du salon. Lorsqu'un lieu est le théâtre d'une lutte ou d'un mouvement brutal, les objets sont déplacés, froissés, parfois retournés. Or ici, certains tapis ne sont pas remis correctement à leur place, comme si quelqu'un avait tenté de reconstituer la scène après coup, sans vraiment prêter attention à la cohérence d'ensemble. Pour Chloé, ces détails ne sont pas anodins. Ils racontent une autre histoire. Celle d'une mise en scène approximative, d'un scénario construit à la hâte, qui ne résiste pas à une analyse attentive. Plus elle parle, plus le doute s'installe parmi les policiers. Les regards s'échangent, les certitudes vacillent. Cette reconstitution, censée confirmer la version de Charles Duvivier, produit l'effet inverse. Elle fragilise son récit, ouvre des brèches inquiétantes et place Chloé dans une position inattendue, non plus celle d'une suspecte sur la défensive, mais celle d'une femme capable de démonter point par point une accusation qui semble de moins en moins crédible. À mesure que les éléments s'accumulent, une évidence s'impose silencieusement, l'affaire est bien plus complexe qu'il n'y paraît, et quelqu'un, quelque part, ment. La question n'est plus de savoir si la vérité va éclater, mais quand et à quel prix. Au cabinet médical du Mistral, l'atmosphère est feutrée, presque trompeusement calme. Gabriel a donné rendez-vous à Barham, conscient que cette rencontre pourrait faire basculer l'affaire Charles Duvivier. Depuis plusieurs jours, les incohérences s'accumulent, mais il manque encore la pièce maîtresse capable de faire tomber les masques. Lorsque Barham arrive, le ton est immédiatement sérieux. Le neurologue ne tourne pas autour du pot. Il explique à Gabriel que, d'après les analyses et l'évolution clinique de Charles, l'intoxication ne date pas de quelques semaines, mais de bien plus longtemps. Plus de 4 mois. Une durée incompatible avec la version qui circule actuellement, surtout, avec les soupçons qui pèsent sur Chloé. Cette information frappe Gabriel de plein fouet. Il se redresse, visiblement troublé. Chloé travaille chez Charles depuis à peine 3 semaines. Si l'intoxication est bien antérieure, elle ne peut matériellement pas être responsable. Cette révélation bouleverse totalement la lecture de l'enquête et met en lumière une manipulation soigneusement orchestrée. Barham va plus loin. Il confie à Gabriel que la rumeur accusant Chloé n'est pas née par hasard. Selon lui, c'est Géraldine, la nièce de Charles, qui a semé les premiers doutes, laissant entendre que la jeune femme aurait pu jouer un rôle dans l'état de son oncle. Des insinuations distillées avec habileté, suffisamment vagues pour ne pas être directement accusatoires, mais assez efficaces pour orienter les soupçons. Gabriel comprend alors que l'affaire dépasse largement le cadre médical. Il ne s'agit plus seulement d'un patient intoxiqué, mais d'une stratégie de désignation d'un coupable idéal. Chloé, nouvelle venue, isolée, sans réel soutien, cochait toutes les cases. Un silence s'installe dans le cabinet. Gabriel fixe le vide quelques secondes, son esprit déjà en mouvement. Puis son regard change. Une idée vient de germer. Une idée risquée, mais potentiellement décisive. Il comprend qu'au lieu d'affronter Géraldine de front, il faut la laisser se trahir elle-même. La pousser à aller trop loin, à révéler ce qu'elle sait vraiment, et surtout depuis quand. Si elle est à l'origine de la rumeur, alors elle détient forcément des informations que seule une personne impliquée de près ou de loin pourrait connaître. Gabriel esquisse un plan. Un piège discret,
méthodique, qui ne reposera ni sur la force ni sur la confrontation directe, mais sur l'intelligence et l'observation. Car désormais, il en est convaincu, la vérité n'est pas seulement cachée dans les analyses médicales, elle se trouve dans les silences, les demi-mots et les manipulations de Géraldine. Et cette fois, Gabriel est prêt à faire tomber la façade. Au même moment, Yann et Géraldine raccompagnent leur oncle chez lui. Le trajet se fait dans un silence pesant, presque inconfortable. À mesure qu'ils approchent de l'appartement, Charles semble se refermer sur lui-même. Son regard se perd dans le vide, comme s'il anticipait déjà la solitude qui l'attend derrière cette porte qu'il connaît trop bien. Une fois à l'intérieur, l'ambiance est froide, impersonnelle. Rien n'a vraiment changé, et pourtant tout semble plus lourd. Charles finit par lâcher ce qu'il rumine depuis qu'il a appris la nouvelle, Yann et Géraldine doivent repartir chez eux et ne passeront pas Noël avec lui. Une information banale en apparence, mais qui agit sur lui comme un coup de poignard. Sa voix se brise légèrement lorsqu'il laisse éclater sa déception, mêlée à une amertume profonde. Je vais encore passer les fêtes seul, comme chaque année merci. Derrière cette phrase teintée d'ironie se cache un sentiment d'abandon brutal. Charles ne reproche pas seulement leur départ à ses neveux, il exprime surtout une douleur ancienne, celle d'un homme qui a pris l'habitude de vivre les moments censés être chaleureux dans une solitude glaçante. Noël, pour lui, n'est plus une fête, mais un rappel cruel de ce qu'il n'a plus. Yann tente maladroitement de justifier leur départ, évoquant des obligations, des contraintes, sans vraiment trouver les mots justes. Géraldine, elle, reste silencieuse, observant son oncle avec un mélange de gêne et de distance. Elle perçoit sa tristesse, mais semble incapable ou peu disposée à la soulager. Charles, lui, encaisse. Il se sent mis de côté, relégué au second plan, comme s'il n'était plus qu'un poids dans la vie de ceux qui lui restent. Cette solitude qu'il croyait maîtriser revient le frapper de plein fouet, réveillant un ressentiment sourd et une vulnérabilité qu'il n'ose presque plus montrer. Lorsqu'Yann et Géraldine s'apprêtent à partir, le malaise est palpable. Aucun adieu chaleureux, aucune promesse sincère. La porte se referme doucement, laissant Charles seul dans son appartement silencieux, face à une nouvelle fin d'année qu'il devra affronter sans personne. Et dans cette solitude pesante, une question flotte, inquiétante, jusqu'où peut mener un sentiment d'abandon répété, surtout chez un homme déjà fragilisé ? Gabriel se rend chez Charles Duvivier en fin de journée, animé par une urgence silencieuse. Officiellement, il s'agit simplement de faire un point sur son traitement médical. Mais en réalité, ce rendez-vous porte un poids bien plus lourd. Dès qu'il entre dans l'appartement, il perçoit quelque chose d'anormal. Sur la table, plusieurs boîtes de médicaments sont alignées, certaines ouvertes, d'autres entamées de façon désordonnée. Une accumulation qui intrigue immédiatement le médecin. Gabriel prend le temps de s'asseoir face à Charles, adopte un ton calme, presque rassurant. Il lui demande depuis quand il prend tous ces comprimés, à quelle fréquence, et surtout qui a établi cette organisation. Charles, sans méfiance, répond avec une simplicité désarmante. Il explique que c'est Géraldine qui s'en occupe. Que c'est elle qui lui rappelle les horaires, qui ajuste les doses, qui insiste pour qu'il ne rate surtout rien. Il ajoute même qu'il lui faisait confiance, car après tout, elle est sa nièce, et qu'elle disait agir pour son bien. À mesure que Charles parle, le visage de Gabriel se ferme. Les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Les incohérences médicales, la durée de l'intoxication, la confusion progressive de Charles, tout converge vers une évidence glaçante. Gabriel inspire profondément avant de prononcer les mots qu'il redoutait. Il le regarde droit dans les yeux et lui dit, sans détour, mais avec une infinie gravité. Tout porte à croire que votre nièce vous empoisonnait sciemment. Le silence qui suit est brutal. Charles reste figé, comme si le temps venait de s'arrêter. Son regard se vide, sa respiration se bloque. Il répète presque mécaniquement le mot empoisonné, incapable d'en saisir immédiatement le sens. Puis la réalité le frappe de plein fouet. Le choc est immense. Géraldine. Sa propre nièce. Celle qu'il pensait attentive, protectrice, présente. Les souvenirs affluent, les gestes qu'il n'avait jamais questionnés, les conseils insistants, les comprimés ajoutés sans explication,
les phrases rassurantes prononcées avec un sourire. Tout prend soudain une autre couleur, une teinte sombre et terrifiante. Peu à peu, Charles comprend. Il comprend qu'il n'a pas été seulement manipulé, mais piégé. Fragilisé volontairement. Affaibli lentement, méthodiquement. Et surtout, il comprend pourquoi. Derrière cette attention feinte se cachait un objectif froid et calculé. Sa joaillerie. Son patrimoine. Tout ce qu'il possédait et qui pouvait être récupéré s'il devenait incapable de décider par lui-même. Ses mains tremblent. Sa voix se brise lorsqu'il murmure que tout cela n'était qu'un plan. Une trahison familiale d'une violence inouïe. Ce n'est plus seulement son corps qui a été attaqué, mais sa confiance, son affection, sa dignité. Gabriel reste silencieux, laissant Charles encaisser cette vérité insupportable. Il sait que ce moment marque un point de non-retour. Car désormais, Charles ne pourra plus faire semblant. Il sait qu'on a tenté de le détruire de l'intérieur, sous couvert d'amour et de sollicitude. Dans cet appartement soudain devenu oppressant, une certitude s'impose. La vérité vient d'éclater, et elle est plus cruelle encore que tout ce que Charles avait imaginé. En soirée, Charles donne rendez-vous à Géraldine chez lui. L'atmosphère est lourde dès son arrivée, presque irréelle. Rien n'est dit immédiatement, mais tout se ressent. Charles est assis, droit, inhabituellement calme. Un calme qui n'annonce rien de bon. Géraldine, elle, tente d'afficher une assurance maîtrisée, convaincue que son plan touche à son but. Sans détour, Charles entre dans le vif du sujet. D'une voix ferme, mais encore chargée de douleur, il lui annonce qu'il ne souhaite plus transmettre sa joaillerie à Yann. Géraldine se fige. Elle comprend instantanément que quelque chose a basculé. Charles poursuit, implacable. Mon discernement était altéré au moment de la signature. Ces mots claquent comme une décision irrévocable. Le contrat, désormais, n'a plus aucune valeur à ses yeux. Il lui fait alors face, la regarde droit dans les yeux, et lâche la vérité qu'elle redoutait plus que tout. Il sait. Il sait pour les mensonges, pour la manipulation, pour les médicaments imposés sous couvert de protection. Il sait qu'elle l'a affaibli volontairement, qu'elle a joué avec sa santé et sa confiance pour parvenir à ses fins. Le visage de Géraldine se transforme. La façade tombe. La panique laisse place à une rage froide, incontrôlable. Elle tente de nier, de détourner la conversation, puis comprend que tout est perdu. Plus rien ne pourra sauver son plan, ni la joaillerie, ni l'emprise qu'elle pensait avoir sur son oncle. Dans un geste brutal, presque instinctif, elle attrape un coussin posé à proximité. Son regard est vide, déterminé. En quelques secondes, elle le plaque violemment sur le visage de Charles, cherchant à l'étouffer. Charles se débat, surpris, terrifié. Ses mains tremblantes tentent de repousser son agresseuse, mais ses forces l'abandonnent. Le souffle se coupe. La scène est d'une violence extrême, glaçante. Mais au moment où tout semble perdu, un bruit retentit. La porte s'ouvre brusquement. Idriss surgit dans l'appartement. La scène est figée une fraction de seconde. Géraldine se retourne, le coussin encore serré entre ses mains. Le regard d'Idriss est sans appel. Il n'y a plus aucun doute. Plus aucun mensonge possible. Il ordonne à Géraldine de lâcher immédiatement. Elle n'oppose aucune résistance. La police est là. Son crime vient d'être pris sur le fait. Charles, haletant, reprend difficilement son souffle, encore sous le choc, conscient qu'il vient d'échapper à la mort de justesse. Géraldine est menottée sur le champ. Son plan s'effondre définitivement, sous les yeux de celui qu'elle a tenté de détruire. Cette soirée marque la fin d'une manipulation glaçante, mais aussi le début d'une vérité brutale. Parfois, le danger ne vient pas de l'extérieur, mais de ceux en qui l'on avait placé toute sa confiance. Et au terme de cet épisode, une certitude s'impose avec une brutalité glaçante, rien n'est plus dangereux que la trahison lorsqu'elle se cache derrière les traits familiers de la famille. Ce qui devait être une affaire médicale, puis judiciaire, s'est transformé en un drame humain d'une violence inouïe, où la manipulation a lentement creusé son chemin jusqu'au point de non-retour. La vérité a fini par émerger,
non pas dans le fracas, mais dans les silences, les incohérences, les gestes trop insistants et les attentions empoisonnées. Chloé, longtemps isolée et accablée par les soupçons, voit enfin son innocence se dessiner, tandis qu'un masque tombe, révélant une ambition froide prête à sacrifier les liens du sang pour un héritage. Mais si la justice semble avoir repris ses droits, les cicatrices, elles, resteront profondes. Comment se reconstruire après avoir compris que le danger venait de l'intérieur? Comment refaire confiance lorsque ceux qui prétendaient protéger étaient en réalité ceux qui détruisaient? Au Mistral, cet épisode laisse une empreinte durable. Les regards ne seront plus les mêmes, les silences pèseront davantage, et certaines absences se feront cruellement ressentir. Car parfois, la vérité ne libère pas immédiatement, elle oblige d'abord à affronter l'impensable. Merci d'avoir suivi cet épisode avec nous. Si cette intrigue vous a marqué, n'hésitez pas à partager vos ressentis et vos analyses. Et surtout, restez avec nous, car à plus belle la vie, encore plus belle, les apparences n'ont jamais été aussi trompeuses, et les prochaines vérités pourraient bien être encore plus douloureuses à découvrir.